soir, en posant les pieds sur une piste de Roissy tôt ce matin, Michel Garetta savait qu'il vivait ses derniers instants de liberté avant 4 ans d'incarcération. Car c'est bien en prison que l'ancien directeur du CNTS a été transféré 2 heures à peine après son arrivée en France. La justice attendait son retour depuis 5 jours. Il dormira ce soir à la Santé. Clément Veyrenal, Joseph Tual. Arrivé ce matin à Roissy du vol en provenance de Boston, Michel Garetta, qui se réveille après une très courte nuit au-dessus de l'Atlantique, réalise à cet instant qu'il n'est déjà plus un homme libre. Il sait que les policiers et gendarmes français l'attendent à la sortie de l'appareil. Michel Garetta sort le premier de la cabine. Après la frénésie du départ de Boston, les déclarations devant les caméras, le docteur Garetta va commencer dans quelques instants à purger la peine de 4 ans de prison à laquelle les juges l'ont condamné. Puis tout va très vite. Michel Garetta monte à bord d'une fourgonnette de la police. Le convoi démarre immédiatement, direction le tribunal de Bobigny, où un juge d'instruction va notifier à Michel Garetta le mandat d'arrêt délivré contre lui par le tribunal de Paris. Mesure de sécurité exceptionnelle, toute la rue a été préalablement bouclée. Quelques minutes plus tard, le convoi quitte le tribunal de Bobigny, direction Paris. À 10h20, c'est la fin d'un long voyage. Michel Garetta est écroué à la prison de la Santé, 2 heures très exactement après avoir atterri en France. Si l'attente était si grande ce matin à Roissy, c'est que depuis le jugement, depuis 5 jours, Michel Garetta n'avait pas prononcé une parole. En quittant les États-Unis pour se livrer à la justice française, il a décidé de briser ce silence. Conférence de presse impromptue dans le hall de l'aéroport de Boston. Michel Garetta parle de parodie de procès. Il reconnaît son erreur mais refuse d'assumer une responsabilité collective. Caroline Sins. 20h, Michel Garetta arrive à l'aéroport de Boston accompagné de ses gardes du corps et de son avocat. Comme promis, il accepte de répondre aux journalistes français avant de s'envoler pour Paris. D'une voix cassée, il rend un silence de 3 mois pour plaider sa cause une dernière fois. Visage tendu, le docteur Garetta dénonce la rumeur qui le rend seul responsable. Sortir une seule personne ou 4 personnes comme au procès, alors que ce sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui de toute façon sont concernées, c'est l'opposé de la justice. Moi, le message que je passe, c'est de dire que les hémophiles français ont été contaminés massivement dans des années qui n'ont pas de rapport avec le procès qui vient d'avoir lieu. Les faits qui me sont reprochés ne sont pas ceux pour lesquels on m'a condamné. Je dis que la rumeur qui a enflé après le jugement et la rumeur qui continue à courir est une rumeur qui est ignoble. Je pense que dans une démocratie, et c'est pour ça que je rentre, la justice doit s'exprimer et que la justice doit être sereine. Ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable de la contamination des hémophiles. Il faut que les familles le comprennent, il faut que les malades le comprennent. Et qui est responsable? C'est la méconnaissance scientifique, c'est l'arrivée d'une endémie qui était totalement imprévisible. C'est le fait que de toute façon des choix ont été faits successivement en France comme ailleurs, dont on sait qu'aujourd'hui ils n'étaient peut-être pas les meilleurs. Moi-même, j'ai participé à certains choix en 1985. Il se trouve que ces choix-là n'ont pas eu de lien avec la contamination elle-même. Quelle est l'erreur que vous admettez? Mais j'ai dit qu'au mois de mai, fin mai 85, lorsque nous avions le choix d'arrêter ou de ne pas arrêter, aujourd'hui il est évident qu'il fallait arrêter un certain nombre de choses. Mais cette erreur-là, si je l'ai commise, et si on admet aujourd'hui que c'en est une, je ne l'ai pas commise seule. Des tas de gens m'ont conseillé, des tas de gens l'ont appliqué, des tas de gens l'ont formalisé. Est-ce que votre retour gêne ou arrange le gouvernement français? Ben, c'est au gouvernement français qu'il faut poser cette question. Et qu'est-ce que vous en à mon pensez, avis, vous, ça ne doit ni le gêner ni l'arranger, puisque le gouvernement est indépendant de la justice et que la justice a rendu une décision. C'est cette décision de justice que je respecte. Est-ce que vous avez peur de la prison aujourd'hui? Bien entendu, j'ai peur de la prison. Attendez, moi je suis un homme libre, je suis un homme qui vit dans une démocratie et je rentre en France pour faire face à une décision de justice parce que je pense que la justice est le fondement de la démocratie. Cette décision de justice, pour moi, elle est totalement incroyable. J'ai peur de la prison, la privation de liberté, c'est effrayant. Je viens de laisser ma femme et ma fille ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et je rentre dans le cas d'une rumeur qui veut faire croire que je suis un monstre. Tout ça, c'est faux. Eh bien, je ne sais pas, on va se battre. 20h30, Michel Garetta va passer ses 6 dernières heures de liberté dans l'avion qui le ramène en France.
Que veut dire Michel Garetta quand il parle de responsabilité collective? Il a plusieurs fois mis en cause les hommes politiques, nous y reviendrons un peu plus tard. Il accuse aussi des médecins. C'est une interview qu'il a accordée à nos confrères de France 2 dans l'avion qui le ramenait en France. À partir du moment où on a transformé ce drame terrifiant en un pseudo-scandale, tout le monde s'est caché. Tout le monde s'est caché, que ce soit les médecins, que ce soit les politiques, que ce soit les administratifs. Et je dirais, de désinformation en désinformation, on arrive à faire non seulement un drame humain au niveau des malades, mais en plus un drame personnel au niveau de quelqu'un qui, par ailleurs, a été un des rares à essayer de faire face et à expliquer. J'ai toujours fait face, j'ai toujours essayé d'expliquer, j'ai rarement été entendu. L'autodéfense, entre guillemets, de Michel Garetta a choqué les hémophiles contaminés par le virus du sida. Ils refusent de voir Michel Garetta se poser en victime. Ils sont d'accord quand l'ancien directeur du CNTS parle de responsabilité plus large. Ils souhaitent d'ailleurs la comparution des politiques concernés devant un tribunal. Ils ont été soutenus en cela par une manifestation d'Act Up cet après-midi. Le reportage d'Alain Chabot et de Catherine Bertillet. Cette femme qui brandit le portrait de Georgina Dufoy est la mère d'un hémophile contaminé. Depuis ce matin, le docteur Garetta est en prison, mais son combat ne s'arrête pas là. Avec l'association ACT UP, ils étaient dans la rue dès cet après-midi pour demander la démission de l'ancien ministre de la Santé qui dirige actuellement la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie. Je ne pense pas que les 4 ans de Garetta suffisent et je pense que Mme Dufoy doit donner sa démission. Ainsi que les politiques dont on a souvent parlé. Une colère partagée par son fils Ludovic, contaminé à l'époque où Garetta dirigeait le Centre national de la transfusion sanguine. Ce procès, c'est un procès aux assises qu'il faut, parce que tuer 8000 personnes hémophilées transfusées pour 4 ans, c'est très peu. Une justice qui ne va pas assez loin, c'est une certitude pour la plupart des familles des victimes souvent choquées par l'attitude du docteur Garetta. La victime, ce n'est pas M. Garetta, ce sont les 1200 hémophiles qui ont été contaminés, ce sont déjà les 300 morts, ce sont les hémophiles qui chaque semaine meurent du sida en France. Ce soir, le docteur Garetta va passer sa première nuit derrière les barreaux, mais dehors, nombreux sont ceux qui souhaitent qu'il ne reste pas le seul à payer sa dette. Le retour de Michel Garetta en France, vous l'avez vu, a de nouveau créé un climat passionnel autour de l'affaire du sang contaminé. Il est donc utile ce soir de revenir sur les faits. Alors Jean-Pierre Quinson, quelles sont les charges exactes qui ont pesé sur Michel Garetta et pourquoi a-t-il été condamné ? Bien, qu'est-ce qui était reproché au docteur Garetta? D'avoir diffusé, en sa qualité de directeur du CNTS, des produits sanguins contaminés entre mars et octobre 85. Sur ce point, le docteur Garetta a reconnu sa responsabilité. Il a même concédé au cours du procès qu'il n'avait pas su prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que réfute maintenant le docteur Garetta? Il nie avoir contaminé sciemment la plus grande partie des hémophiles. Selon lui, la plupart étaient déjà infectés avant la période incriminée. Cela est probable, mais on sait que son action a retardé l'arrivée des procédés de chauffage du sang en France et donc a contribué dans une certaine mesure à une plus large contamination. Il nie encore avoir empoisonné des hémophiles en disant qu'en 85, on ne savait pas que séropositivité signifiait condamnation à mort. C'est possible, mais on connaissait déjà la gravité du problème, le doute aurait dû susciter l'abstention. Il nie enfin être le seul responsable de la situation. Il accuse pêle-mêle les médecins hématologues prescripteurs et les conseillers scientifiques des ministres. Il est en effet difficile d'établir l'exacte responsabilité de ces acteurs et il est vrai qu'ils ont été particulièrement silencieux au cours du déroulement de cette affaire. Merci Jean-Pierre. Invité de ce journal, François-Xavier Charvet, l'avocat de Michel Garetta. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé ces derniers jours, j'allais dire même ces dernières semaines, de procès pipés, de procès tronqués. Il y a pourtant eu 8 semaines d'audience, des centaines de témoins. Alors est-ce que cet argument est vraiment recevable ? Écoutez, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire quand j'entends encore colporter ces bruits et encore ces fausses informations. Madame Bouchet vit un drame. Son fils est contaminé. Ça n'est pas la responsabilité du docteur Garetta, elle le sait. Ça n'est pas la décision pour laquelle le docteur Garetta est passé au tribunal. Son fils a été contaminé bien avant les années 85, 84, et tout le monde le sait. Monsieur Edmond-Luc Henry... Vous êtes exprimé lors du procès, vous avez pu dire tout ça. Mais j'ai pu le dire, mais que tout était jugé d'avance. On a fait un procès au docteur Garetta, on lui reproche une chose, c'est effectivement de ne pas avoir interrompu la distribution. Et vous dites dans votre commentaire qu'il nie avoir contaminé une partie. Non, il nie avoir contaminé la totalité des hémophiles. C'est pas lui qui le dit, c'est la science qui le dit. Ce sont les médecins qui le disent.
Tout le monde le sait. Monsieur Edmond Luc Henry, sur une autre chaîne, l'a reconnu à midi. Alors, on a le sentiment, en vous écoutant ce soir, que vous refaites un petit peu, Michel Garetta et vous, ce soir, le procès après le procès. Vous avez pu dire tout ça lors de l'audience. Mais on a pu dire tout ça, sauf que personne ne nous a écoutés. Il suffit de reprendre le jugement pour voir que rien n'y est. Arrêtons de dire que cet homme qui est pudique, qui se protège comme il le peut, qui souffre, quand il part, il fuit, quand il revient, c'est pas bien, quand il dit je me plains, c'est une victime. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'on arrête de l'insulter, je dirais? Alors, on ne l'insulte pas, revenons non, simplement pas vous, mais... sur les propos de Michel Garetta ce matin. Il parlait, et on l'a entendu, de responsabilité collective. Il ne cite jamais de nom. Est-ce que c'est volontaire? C'est un homme pudique, c'est un homme qui respecte les choses. Dès qu'il fait ça et dès qu'il ne dénonce pas les autres, ce que chacun aime à faire aujourd'hui, on dit qu'il se cache ou qu'il négocie quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que vous dire on a le droit de vivre dans ce monde en étant pudique, on a le droit de vivre dans ce monde en souffrant et en ne le disant pas, on a le droit de souffrir réellement et d'essayer de ne pas le montrer. Eh bien c'est ce qu'il essaye de... C'est ce que personne ne veut comprendre et je trouve vraiment scandaleux que cet homme qui est revenu se constituer prisonnier, c'était très pénible ce matin. La souffrance des malades, elle est insupportable. Mais on peut peut-être considérer aussi que cet homme souffre, il a abandonné. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus. Michel Garetta est à la prison de la Santé ce soir, oui. Vous avez de ses nouvelles? Oui, enfin, oui, j'en ai eu tout à l'heure. Voilà. Comment va-t-il? Il l'a dit lui-même, il a peur de la prison et on peut penser que c'est pas facile. Bénéficie-t-il de conditions de détention particulières ou est-il traité comme n'importe quel autre prisonnier? Il bénéficie de conditions très particulières puisqu'effectivement on a bien voulu lui consentir une cellule seule compte tenu du nombre de séropositifs qu'il y a dans les prisons et compte tenu de la rumeur qui court. Le docteur Garetta n'a pas contaminé un seul hémophile, c'est su, même Madame le procureur de la République l'a dit, si on ne le répète pas, on ne s'en sortira pas. François-Xavier Charvet, je vous remercie. Revenons maintenant aux conséquences politiques de cette affaire. Michel Garetta a insisté ce matin sur la responsabilité des ministres en fonction à l'époque, mais ces ministres n'ont jamais été jugés et pour cause. La seule instance apte à mener cette procédure, c'est la Haute Cour de justice. Dans la Constitution, elle existe, mais elle n'a jamais été réunie. Pascal Mizrahi. Aucun doute, sur le papier, la Haute Cour de justice existe bel et bien. Mais dans la pratique, elle ne s'est jamais réunie. Jamais réunie depuis sa création en 1958, articles 67 et 68 de la Constitution de la Ve République. En théorie, son rôle est de juger le président de la République en exercice en cas de haute trahison. Également responsables devant la Haute Cour, les ministres en exercice pour leurs éventuels crimes ou délits. Juridiction très politique, composée de 24 juges, 12 députés et 12 sénateurs, élus par leurs pairs. Ce qui est vrai, c'est que l'on pourrait revenir à un système qui a été connu sous la Troisième République et qui consistait en ce que lorsqu'un ministre commettait un crime ou un délit dans l'exercice de ses fonctions, il y avait un choix. C'était la justice ordinaire qui le poursuivait et ce n'est que si le gouvernement ou si les parlementaires, la Chambre des députés, mettaient en accusation devant la Haute Cour que la justice ordinaire était dessaisie. En pratique, au cours des 12 dernières années, des parlementaires ont demandé à plusieurs reprises la saisie de la Haute Cour, mais en vain. 1980, affaire de Broglie, octobre 87, affaire Nucci et mise en cause de Charles Pasqua pour le vrai faux passeport d'Yves Chalier. 1992, drame du sang contaminé, l'Assemblée nationale n'a même pas entamé la procédure d'élection des juges. Seuls les sénateurs les ont désignés. Pourtant, selon plusieurs spécialistes, il y aurait simplement un problème d'interprétation de la Constitution. Des problèmes particuliers comme ceux que pose l'affaire du sang contaminé pourraient être résolus simplement par une interprétation que je crois très correcte de l'article 68 de la Constitution, qui permettrait aux victimes d'aller devant les tribunaux ordinaires, même à l'encontre des ministres. Question, la Haute Cour est-elle réellement adaptée alors que se pose à nouveau le problème de la responsabilité des hommes politiques? Plusieurs solutions sont envisagées, juger les politiques comme de simples citoyens ou bien modifier la composition de la Haute Cour qui pourrait s'ouvrir à des personnalités autres que des parlementaires. L'inefficacité ou en tout cas l'absence pour le moment d'une structure pouvant juger les hauts responsables de l'État agite aussi le monde politique. Depuis quelques jours, on a entendu plusieurs députés réclamer ou une révision de la Constitution ou la création d'une cour plus adaptée. Cet après-midi, c'est un membre du gouvernement, Bernard Kouchner, qui s'est rallié à cette demande. Il répondait au député CDS Jacques Barrot. Ne craignez-vous pas, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues,
le risque de voir se répandre dans l'opinion le sentiment de l'impunité des hommes politiques et d'une sorte d'inégalité devant la justice. Le président de la République avait promis une réforme constitutionnelle avant la fin de la législature. Elle permettrait de répondre à ce problème grave et difficile. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous faire cette réforme? Comme vous, je pense que la Haute Cour n'est pas adaptée. Et la deuxième question que vous avez posée, la réforme d'une constitution née en d'autres temps, vous la posez au président de la République et je ne saurais y répondre. Mais la responsabilité morale, monsieur Jacques Barrot, individuelle, la plus haute à mes yeux, elle ne s'exprime qu'en face de sa propre conscience, face à face personnelle, de soi à soi, ce qui n'a rien à voir avec la démagogie dont je ne vous accuse pas du tout. Lorsque les choses seront un peu apaisées, lorsque les plaies, si c'est possible, seront moins vives, je vous convie, monsieur Jacques Barrot, avec bien d'autres, au nécessaire débat entre nous et la société, entre nous et la responsabilité politique, entre nous et la médecine. Nous en avons besoin. Le chapitre judiciaire, encore avec le réquisitoire du procès de la catastrophe de la gare de Lyon. Les 4 inculpés poursuivis pour homicide involontaire risquaient jusqu'à 5 ans de prison ferme. Le procureur a requis des peines avec sursis. Les familles des victimes s'interrogent et s'indignent. Albert Ipamonti et Pierre Dick au palais de justice. Madame le procureur pèse ses mots, ils sont sévères. Incompétence, maladresse dramatique, négligence criminelle, comportement fautif. Dans le collimateur, Daniel Solin, le conducteur du Paris-Melun. Par vos gestes aberrants, vos manœuvres fautives, lui lance-t-elle, vous avez transformé un train sage et obéissant en train fou et meurtrier. Pour Madame le procureur, Solin est l'auteur principal du drame et pas un lampiste. Elle requiert contre lui 3 ans de prison avec sursis. Sursis, ce mot fait bondir les parents de victimes. Il est difficile de dire qu'après avoir commis autant de fautes professionnelles et avoir que ces fautes aient entraîné la mort de 56 personnes, il est tout de même invraisemblable qu'il n'y ait pas de prison ferme. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais ça me paraît tellement aberrant. Contre le chef régulateur et l'agent d'accompagnement, 10 mois avec sursis. Enfin, indulgence sous la forme d'une peine de principe pour la jeune femme qui avait tiré le signal d'alarme, provoquant ainsi l'enchaînement fatal. Du sursis pour les cheminots, des hauts responsables de la SNCF qu'ils estiment dans l'impunité, les parents de victimes ne comprennent vraiment pas. Ces 6 jours d'audience n'auront fait en définitive que raviver leur douleur. Et en ce moment, les avocats de la défense plaident et le jugement sera mis en délibéré. À l'étranger, les informations tragiques se succèdent concernant la ville rasée de Vukovar. De manière très officielle, l'ancien Premier ministre polonais, Tadeusz Mazowiecki, a confirmé aujourd'hui l'existence d'un charnier de 175 corps. Ils proviendraient tous de l'hôpital de la ville. Ce même rapport indique que d'autres charniers pourraient être découverts prochainement. Jean-Paul Géroard. Au bout de cette piste, à quelques kilomètres de Vukovar, un champ. Dans ce champ, gardé par quelques casques bleus, l'horreur. Un charnier, 175 cadavres, la preuve de la sauvagerie qui a régné pendant la conquête de Vukovar. 18 novembre 91, après des mois de résistance désespérée, Vukovar tombe aux mains des milices serbes et de l'armée fédérale yougoslave. Ce jour-là, il y a 420 blessés croates dans l'hôpital de la ville. Pendant 24 heures, les forces serbes interdisent son accès aux représentants de la Croix-Rouge. Le 20 novembre, les femmes et les enfants sont livrés à l'organisation humanitaire. Les hommes, eux, ont été emmenés en camion vers une destination inconnue. Ils ne sont jamais revenus, sauf l'un d'entre eux qui s'est enfui en sautant d'un camion et qui a entendu les rafales depuis le bois où il se cachait. C'est son témoignage qui a guidé la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Selon son président, Tadeusz Mazowiecki, d'autres charniers ont été signalés. Les massacres continuent et même s'intensifient en Bosnie. Selon lui, les musulmans sont véritablement menacés d'extermination. Vukovar, Sarajevo, ces 2 villes sont le symbole de la guerre qui déchire l'ex-Yougoslavie. Pourtant, aujourd'hui, en Bosnie, une autre ville souffre. Elle est coupée du monde depuis plus de 5 mois maintenant. Bihac, ou plutôt la poche de Bihac, ne passera pas l'hiver si les ravitaillements n'arrivent pas. Nos envoyés spéciaux Pierre Babet et Christophe Hérault sont les seuls à avoir pu pénétrer dans cette ville, assiégée depuis mai dernier. Voici le reportage. Tirs de mortier, rafales d'armes automatiques,
C'est comme ça tous les jours, de la vraie folie pour le chef musulman de la ligne de front, de la folie aussi de venir jusqu'ici. De cette rivière frontière, il défend Bihac contre les Serbes et leur volonté de purifier la Bosnie. C'est parce qu'il ne plie pas que chaque jour, 40 obus pleuvent sur Bihac. Sur son lit d'hôpital, Maris, 12 ans. Pas la peine d'exhiber ses blessures, son regard suffit. Il jouait au foot, un obus a fauché l'équipe, 2 morts, 9 blessés. Maris ne jouera plus au foot, pas de médicaments pour le soigner. Nous n'avons plus rien, plus d'argent, plus d'eau, plus de nourriture. Nous manquons d'antibiotiques, d'analgésiques. Oui, d'antibiotiques et d'analgésiques, et de sédatifs aussi. Nous serions heureux si on pouvait nous envoyer ces médicaments. Voilà, c'est tout. Dans les rues de Bihac, il y a longtemps que les charrettes ont remplacé les voitures. Plus de carburant, pas de combustible non plus. Alors on coupe les arbres de la ville en prévision de l'hiver. On devrait distribuer des armes à nos gosses pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes. Parce que nous sommes désespérés, mais nous voulons vivre libres. Pourquoi vous n'envoyez pas d'armes pour qu'on puisse se défendre? Nous ne voulons pas créer un État islamique en Europe. Nous nous battons pour la démocratie, nous nous battons pour tous ceux qui vivent ici. Ça n'a pas d'importance qu'ils soient serbes, croates ou musulmans. Nous voulons nous battre pour la démocratie, pas pour un État islamique. Rue vide, fenêtres aveugles, Bihac l'assiégé se terre, en attendant les prochaines bombes, en attendant aussi le prochain hiver et son cortège de froid, de famine et de souffrance. De la musique pour terminer ce journal, de la musique avec une jolie Canadienne rieuse et pleine de vie. C'est une révélation de l'année dans le domaine du jazz. Jane Bonnet passe allègrement du saxophone à la flûte traversière. Elle sera demain sur la scène du Théâtre de la Ville pour un concert unique. Ne la ratez pas, Jacques Garnier et Georges Binangois ont adoré. You speak French? Oh, I'm learning. J'apprends. Native de Toronto, la flûtiste et saxophoniste Jane Bonnet est la révélation de l'année. Couronnée par les plus grandes revues d'outre-Atlantique, Jane Bonnet, disciple de Charlie Mingus, éclaire d'une lumière neuve et très personnelle les styles les plus traditionnels. Le public européen est fantastique. Il apprécie beaucoup la musique qui vient des États-Unis. Là-bas, c'est passionnant aussi de jouer, parce que c'est une musique des États-Unis qui a vu le jour aux États-Unis. Mais j'affirme que le public européen peut même être meilleur encore. Fin du 19-20, dans quelques minutes, la météo complète de Florence Klein. À 20h40, Jean-Marie Cavada vous parlera d'amour avec un dossier sur le sentiment amoureux. À 22h30, le soir sur la 3, le dossier Le sang contaminé avec Christine O'Krent. À demain 19h. Bonsoir.